Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour, on a un nouveau thème. Oh, on a un nouveau thème. J'ai vu tes yeux, là, je t'ai senti excité par cette musique. Bon, bilan de M. Trump après un trimestre au pouvoir. Est-ce que ces militants là, ont des résultats à se mettre sous la dent? En fait, j'avais envie ce matin de te proposer une chronique oui, mais. Alors, oui, il est dans les câbles. Oui, il est en difficulté. Oui, il n'a pas exactement livré toute la marchandise, mais je t'expliquerai plus tard pourquoi. Commençons par le bilan des courses. D'abord sur le front international, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses. On peut commencer par la question ukrainienne avec ce week-end, hier particulièrement, dimanche des Rameaux, alors que les Russes ont attaqué des populations civiles à Soumy. Ils disent qu'ils se sont peut-être trompés, mais ça ressemble étrangement à une organisation systématique, puisque première série ou un premier missile a été suivi lorsque les secouristes sont arrivés sur les lieux de la première frappe, a été suivi d'une deuxième attaque. On a vu ce genre d'opération d'ailleurs aussi à Gaza et on peut certainement pas penser que c'est dû au hasard, alors qu'une offensive printanière dans cette région-là, Soumy, c'était une 50aine de kilomètres de la frontière russe, ça ouvrirait presque un nouveau front parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de combats dans cette région. Ça forcerait les Ukrainiens, une fois encore, sur la défensive en les amenant à diviser leurs forces pour venir renforcer ce flanc. On est à présumer que les opérations, en fait, ont commencé. Cette frappe annonce la suite des choses. Il y aurait 67 000 soldats russes mobilisés, massés du côté russe de la frontière, qui sont prêts donc à passer en territoire ukrainien. On attend toujours le printemps parce que c'est difficile ces opérations pendant l'hiver et ça pourrait signifier que M. Poutine, Vladimir Poutine, n'a absolument pas l'intention d'abaisser le niveau d'intensité alors que depuis des semaines, on parle de cesser le feu et de négociations. Alors, est-ce qu'il profite de ces prochaines semaines non seulement pour ajouter de la pression, mais favoriser une résolution rapide à la table des négociations, tordre le bras aux Ukrainiens comme à Donald Trump? C'est un pari. Donald Trump, qui hier à bord de Air Force One, disait que ça ressemblait à une erreur, que cette attaque a soumis sur une population civile. Parce qu'à ce jour, les populations civiles en Ukraine, il y a eu des dommages collatéraux, évidemment, mais n'ont pas été prises pour cible. Il aurait été facile pour les Russes comme pour les Ukrainiens de s'attaquer systématiquement aux populations civiles. C'est pas le cas. Trump, qui parlait d'une possible erreur, parce que si c'est pas le cas, c'est un crime de guerre. T'as pas le droit de cibler des populations civiles. Et son envoyé spécial, M. Kellogg, qui manifestement ne mange pas les mêmes céréales que le président le matin, disait, lui, c'est une transgression des frontières de la décence, decency, que cette attaque. Donc, il y a un peu d'eau dans le gaz au sein de l'administration. Mais ça, c'est du point de vue des Russes, ça mine quand même un peu l'autorité de Donald Trump. C'est comme Trump parle. Il n'y a pas de doute. Trump parle, puis Poutine fait n'importe quoi, là. On ne tient pas compte. Alors, il fait pas n'importe quoi parce que de son point de vue, il ne fait que repousser davantage les frontières et c'est la mécanique de cette intervention militaire spéciale qui est en train de poursuivre. Mais t'as raison, on fait un bilan. Sur cette question, c'est pas terrible. Il y a des négociations qui s'ouvraient samedi à Oman avec l'Iran. Ça s'est pas mal passé apparemment. C'est un dossier extraordinairement contentieux aussi, où on s'est promis de se retrouver la semaine prochaine. Il y avait des intermédiaires entre les Iraniens et les Américains. On en est à penser qu'ils pourraient se parler de plus en plus directement. C'est un nouveau chantier qui permet peut-être de créer une diversion en disant si on règle pas à Gaza, si on règle pas en Ukraine, peut-être qu'il y a une possibilité de faire avancer les choses. Mais c'est évident que le pouvoir présidentiel s'est beaucoup émoussé au cours des dernières semaines. Puis évidemment, l'essentiel de ce qui nous a préoccupés depuis 10 jours, c'est ce qui se passe sur le front de l'économie, droit douanier, avec en fin d'après-midi, début de soirée, enfin même soirée dimanche, on apprend que certains tarifs ne seront pas imposés aux produits chinois en matière de semi-conducteurs, ordinateurs, téléphones, tout ça. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est énorme comme secteur là, et stratégique, là.
C'est énorme. Évidemment, il y a de grands groupes qui sont capables de se faire entendre. Apple n'est pas le moindre, qui ont probablement dit au président, il faut faire gaffe, il faut faire attention. Nous, on pourrait être forcés d'abord d'être en rupture de stock très rapidement et forcés de poser des gestes très graves qui pourraient avoir un impact non seulement sur le chiffre d'affaires, mais sur la production des iPhones, des ordinateurs. Donc, discrètement. Puis là, hier, et c'est là qu'on a l'impression d'improvisation. Tu as le secrétaire au commerce qui dit non, c'est qu'une question de jour, on va remettre ça en place, mais c'est pas une suspension indéterminée ou définitive des tarifs, des droits douaniers sur ce secteur stratégique. Le président qui dit, en effet, on va continuer à aller de l'avant. On ne blinque pas. Ouais. Mais ça serait ce matin, là, pas ça, mais aujourd'hui, il y a des rumeurs aux États-Unis ce matin que dès aujourd'hui, on pourrait remettre d'autres tarifs là, sur ce secteur-là. Et ça crée évidemment ce que les marchés n'aiment pas, de l'instabilité. Mais parce que de 2 jours en 2 jours, les règles du commerce mondial changent. On n'a jamais, mais sincèrement, dans l'histoire du dernier siècle de commerce, de marché boursier, on n'a jamais vu ça, là. C'est-à-dire 2-3 fois par semaine, les règles du commerce changent. Avec des bourses qui se sont emballées à nouveau en Asie, parce que le marché asiatique est directement visé, et un président chinois qui fait quoi pendant ce temps-là? Qui organise une tournée diplomatique. Première étape, le Vietnam, où plusieurs entreprises chinoises ont délocalisé à l'époque pour contourner les droits douaniers des Américains. Et là, c'est Xi Jinping qui va être en Malaisie, qui va être au Cambodge, qui va être au Vietnam. Pourquoi? Pour dire, s'il y a quelqu'un de fiable, s'il y a quelqu'un de stable en ce moment, si vous voulez avoir des relations économiques prospères, pensez à la Chine. Et c'est le contrepoids de Trump qui espère s'entendre à très court terme avec ces pays sur la foi des craintes imposées par ces droits douaniers. Même logique avec les Européens, Xi Jinping, la Chine, qui dit, vous devriez peut-être penser à ce que nous sommes des partenaires plus stables. Alors, à ce jour, je disais, bilan qui est évidemment plus que mitigé. On verra sur la distance si ce plan qu'à un moment donné, on a pu penser organiser, puis je demeure convaincu que certaines personnes avaient une vision, mais qui tous les jours nous fait plutôt croire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'improvisation. Est-ce que ce plan donnera quelque chose qui ressemble au résultat promis? Ça, c'était bon. Oui, ça va mal. L'autre élément du bilan, c'est tout l'aspect le Doge, là, où, tu sais, je veux dire, moi, si j'étais un électeur des États-Unis, c'est peut-être là où j'aurais été sensible à ça. Faut qu'on réduise nos dépenses. La dette des États-Unis n'a pas de bon sens. C'est sûr qu'une bureaucratie comme celle-là, il y a du gras d'accumuler. Maintenant, la façon, l'exécution, est-ce que ça a été sérieux, improvisé? Elon Musk qui est passé, là, qui retourne dans ses entreprises, qui est plus tellement aux affaires du Doge ou en partie, mais est-ce que l'opération a été sérieuse? Est-ce qu'on va vraiment réussir à réduire les dépenses puis remettre la situation budgétaire des États-Unis en santé? Parce que c'est un aspect où Trump pourrait avoir un bilan à présenter à ses supporters, là. On est très loin de ce que Elon Musk, de manière très caricaturale, à l'époque où je prenais peut-être pour Iron Man, au rassemblement de Madison Square Garden, tu t'en souviens, c'était 2 semaines avant les élections, où on a, après, traité les électeurs de M. Trump d'ordures, de déchets. Elon Musk qui avait dit, moi, je vais être capable d'aller chercher 2000 milliards de réduction dans les dépenses de l'État. Le scénario, ce jour-là, c'est qu'il devait promettre d'aller chercher 1000 milliards, mais il y avait probablement mal ajusté ses médicaments. Il était à 2000 milliards. Ce que je viens de faire est un peu bête parce que c'est ironique inutilement, mais il s'est gonflé, il s'est auto-soufflé dans le pouce. Il dit 2000 milliards, ça va se faire comme ça, comme il l'a sans doute fait dans ses entreprises à lui, des compressions, des réductions d'effectifs. Disons qu'il n'y avait pas un plan trop précis, trop détaillé pour y arriver, là. Sinon que, évidemment, c'est opaque un gouvernement et en amont, tu sais pas exactement à quoi tu as affaire. Il est à 150 000 milliards de dollars, donc loin du compte. Il en manque 1800, il y en a 150 puis il en manque 1850, là. Ou 850 par rapport à la première commande. Et dans des conditions qui ont été brutales, difficiles. Par ailleurs, on peut pas imaginer que l'objectif qu'il se fixait, ce serait fait avec l'accord des syndicats, l'accord des travailleurs. Non. On présume que ça allait être difficile. Mais ils n'ont pas livré la marchandise et c'est là, puis le parallèle est bon, que je te dis oui, mais, parce que la plupart, sinon la totalité des médias, il y a 18 mois, je sais pas si tu t'en souviens, quand Javier Milei est arrivé au pouvoir en Argentine, alors
l'Argentine, ce n'est pas les États-Unis. L'Argentine, c'est un cas d'espèce. Hey, si tu me passes l'expression remède de cheval, là, parce qu'aux États-Unis, tu avais un cheval là, qui courait encore le Derby du Kentucky. Tu peux dire la dette est trop grosse. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème. L'Argentine, là, c'est un cheval qui est couché à terre dans la crèche, là, puis qui soufflote. Tu te demandes, tu comprends, c'est une économie qui avait de l'inflation à 100%. Fait que le remède, moi, Milei, là, tu m'as jamais entendu rire de lui. C'est un économiste radical dans l'approche et qui sert un remède de cheval à un cheval, là. Je reprends mon image, mais couché dans la crèche, puis qui soufflote. Il était probablement mourant et de manière très avancée. Puis il va peut-être remettre l'Argentine sur les rails pour la première fois en un demi-siècle. Peut-être. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que pour être quand même présent et attentif aux discours sur les plateaux et ailleurs, tout le monde rigolait, tout le monde disait c'est débile d'avoir son air un peu ahuri, sa coupe de cheveux, sa tronçonneuse, tout ça ensemble, ça faisait dire à tous il n'y arrivera jamais et c'est d'une violence inouïe et effectivement, ça a été d'une violence inouïe. Ça a été une compression radicale des dépenses. Tu parlais de Doge, c'est un peu la méthode. Il a congédié, il a éliminé carrément des ministères, réduit les dépenses. Ça fait 30 ans, 40 ans que les Argentins se font voler, se font spolier leurs dernières économies. Quand il y en a qui avaient réussi à en mettre en dollars américains parce que le peso argentin systématiquement... Mais là, ces agents-là, ils leur gelaient leur argent pour pas qu'ils puissent le sortir du... Tu sais, c'est épouvantable. Ils ne peuvent pas aller à la banque. Or, 18 mois plus tard, on constate, alors rien n'est parfait, mais que le Fonds monétaire international, ce vendredi, dit c'est remarquable ce que vous avez fait et c'est en général un arbitre difficile, tellement qu'on est prêt à débloquer 20 milliards d'aides, donc un pays endetté d'ailleurs face au FMI, mais on vous rajoute 20 milliards de dollars dans vos caisses pour pouvoir prendre un risque, parce que pour l'instant, c'était la médecine de cheval dont tu parlais, il y avait un contrôle d'échange, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas sortir d'argent d'Argentine, tu ne pouvais certainement pas spéculer sur les devises étrangères, les grandes entreprises investies en Argentine ne pouvaient pas rapatrier leurs profits. Le cours du peso était fixé au dollar américain. Et là, on dit, on va laisser flotter. On prend ce risque parce qu'on aura des réserves. La Banque centrale pourra protéger le peso. Ça va se jouer cette semaine. C'est une décision. C'est cette semaine qu'on retourne à un système normal. Non. On sort le patient, ton cheval, des urgences, des soins intensifs. Mais le Fonds monétaire qui dit, vous avez bien fait. L'inflation qui est retombée substantiellement et la pauvreté qui était légèrement remontée au moment où il appliquait son remède de cheval, qui a reculé de 15%. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est quelqu'un qui marche sur l'eau. Je dis simplement que avant de dire de l'affaire Trump que tout ne sera que chaos qui mène à rien, prenons quelques temps. Est-ce que le comparable est bon? Mais on a dit la même chose de Milei il y a 18 mois et il se tire plutôt bien d'affaire pour l'instant. Stéphane, merci beaucoup.